Personal security precautions to avoid becoming a victim of an attack. Au XVIe siècle, les grandes puissances européennes commencent à coloniser et à s'approprier le continent américain récemment découvert. Le Portugal et l'Espagne s'établissent au sud et au centre de l'Amérique, tandis que la France s'installe au nord du continent. Le but est en premier lieu économique, s'approprier le plus de terres et de ressources possibles, mais est également religieux. Convertir les autochtones au christianisme et répandre cette religion dans le monde entier. Le Royaume-Uni tente de suivre le mouvement de ses voisins européens. En effet, son concurrent direct, l'Espagne, avec qui il est en guerre, gagne en puissance suite à ses colonies prospères basées sur le Nouveau Monde. Les Anglais, dont l'objectif est d'étendre leur empire et d'accroître leur économie, veulent aussi coloniser l'Amérique, ce continent gigantesque que les plus grands empires européens regardent avec avidité. Les Anglais décident donc d'envoyer des colons s'établir sur l'île de Roanoke, située dans l'actuelle Caroline du Nord, pour y fonder la première colonie anglaise d'Amérique. En 1585, 108 colons venant tout droit d'Angleterre, dirigés par le gouverneur Ralph Lane, posent bagages sur l'île de Roanoke après un éprouvant voyage de plus d'1 mois. Cependant, la fondation de la colonie ne se déroule pas comme prévu. Les relations avec un peuple amérindien qui vit tout près sont tendues. De plus, les colons n'arrivent pas à se nourrir suffisamment, ce qui impacte le développement de la colonie. Les pionniers, découragés et affamés, décident de rentrer en Angleterre en 1586, abandonnant tout ce qu'ils avaient tenté de fonder. Seuls 15 hommes restent sur l'île, la plupart étant des soldats. Le royaume anglais ne compte pas rester sur cet échec et décide de réessayer l'implantation anglaise en Amérique du Nord. En 1587, 1 an après la première tentative, un nouveau groupe d'environ 121 colons débarque sur l'île de Roanoke avec à sa tête John White, explorateur et artiste, accompagné de sa fille et de son gendre. Il devient le gouverneur de cette nouvelle colonie. Les colons sont en majorité des Londoniens issus de la classe moyenne cherchant à faire fortune sur ces immenses terres pleines de promesses et de possibilités. John White cartographie la région et crée une multitude de peintures représentant les environs et les peuples amérindiens voisins. Les nouveaux colons réparent les anciennes structures laissées par ceux qui les ont précédés. Ils essayent également de retrouver les 15 hommes restés sur place suite à l'évacuation de la première colonie. Mais aucune trace de vie n'est présente sur les lieux. Rien appartenant à ces hommes n'est trouvé, excepté des restes humains, plus précisément des os appartenant à plusieurs personnes. L'inquiétude se répand rapidement chez les nouveaux arrivants, mais les cerveaux les plus rationnels de la nouvelle colonie tentent de calmer les esprits en expliquant que ces hommes sont certainement morts suite à l'absence de nourriture. Cependant, John White soupçonne le groupe d'Amérindiens voisins d'être le meurtrier des 15 hommes. Les tensions entre les Amérindiens en question et les colons se dégradent à nouveau. Quelque temps après, John White décide d'attaquer un village amérindien, persuadé que celui-ci est à l'origine du meurtre des 15 hommes. Les relations avec les natifs ne font qu'en pâtir, et John White réalise qu'il a donné l'assaut sur des innocents et non sur les coupables. Le 18 août 1587, la petite fille de John White, Virginia Dare, vient au monde. Elle devient la première Anglaise à naître sur le continent américain. La joie fusant à travers la colonie est de courte durée. Les stocks alimentaires de la communauté sont dangereusement bas. De surcroît, l'hiver approche et menace la survie des habitants et des quelques plantations qui peinent à pousser. John White doit faire face à l'inquiétude pressante de la population et décide de retourner en Angleterre y chercher des vivres à la fin de l'année 1587. Cependant, une malédiction semble à nouveau frapper les Anglais de Roanoke. White ne parvient pas à quitter l'île tout de suite. L'ancre du bateau ne veut pas se détacher des rochers, comme si la terre voulait empêcher le gouverneur de partir.
L'équipage tente de décrocher l'ancre, avec beaucoup de difficultés, blessant gravement plusieurs hommes. L'espoir ressurgit dans le cœur de John White une fois que l'ancre est enfin levée au bout de plusieurs jours de tentatives. Cependant, la malchance réapparaît. En effet, une grande tempête empêche le navire de prendre le large, clouant au sol White et ses hommes durant quelques temps et retardant le voyage censé réapprovisionner la colonie en nourriture. La navigation, une fois celle-ci entamée, fut catastrophique. De nombreux marins périrent de maladie et de faim, faisant croître dans l'esprit de White un lourd désespoir et une croyance irrationnelle sur la malédiction de l'île de Roanoke. Pourquoi est-ce que Dieu s'acharnait-il sur ces colons si pieux? Dieu était-il présent sur ces terres américaines? Est-ce qu'une entité ancienne et malveillante voulait voir mourir toute la colonie? Ou est-ce que l'île était tout simplement maudite? L'esprit de John White était certainement embrumé par toutes ces questions et ces doutes. Mais c'est avec un grand soulagement que le navire de John White arrive le 16 octobre 1587 en Irlande, puis enfin en Angleterre. Il charge, avec l'aide de son équipage, le navire de tout ce que la colonie a besoin pour vivre et prospérer. Mais une autre mauvaise nouvelle fait son apparition. L'Espagne, dotée d'une flotte gigantesque surnommée l'Armada espagnole, s'apprête à attaquer l'Angleterre et la reine interdit tout navire civil de quitter les côtes anglaises. John White se retrouve une nouvelle fois cloué au sol, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'océan. Désespéré et s'inquiétant profondément du sort de la colonie qui est sans défense et sans moyen de subsistance, il supplie son supérieur, Sir Walter Raleigh, homme d'État, de l'aider à sauver la colonie de Roanoke en y acheminant les denrées par n'importe quel moyen possible. Walter Raleigh, face à l'affolement et la crainte qui tiraillent John White, ordonne à des navires militaires de ramener les vivres si attendus jusqu'à l'île de Roanoke. Malheureusement, ces ordres sont contrés par ceux de la reine qui rappellent avec fermeté qu'aucun navire militaire ne doit quitter les lignes de défense maritime censées protéger le pays de l'armada espagnole. White, affligé par l'ordre catégorique de la reine, ne peut quitter l'Angleterre et doit rester sur place à attendre que la guerre se calme. John White cherche désespérément une solution et ce n'est qu'au début de l'année 1588 qu'une lueur d'espoir surgit. White arrive à réquisitionner 2 petits navires militaires qui ne conviennent plus aux forces armées anglaises. Cependant, ces 2 navires ne sont pas conçus pour effectuer de longs voyages en haute mer. Il décide tout de même de les utiliser pour son trajet vers la colonie. Durant le périple, les 2 navires de White sont attaqués par des pirates français qui pillent les 2 bateaux et les laissent totalement vides, sans plus aucune nourriture et matériel à leur bord. John White, frappé de plein fouet une énième fois par la malchance, est contraint de rebrousser chemin, laissant encore pour quelque temps la colonie livrée à elle-même. White se sent maudit. Il commence à penser que ce n'est pas la colonie qui l'est, mais bien lui. Son inquiétude à l'égard du sort de la colonie, et plus précisément de celui de sa fille, de sa petite-fille et de son gendre, ne cesse de le ronger. Que font-ils actuellement? Ont-ils trouvé un moyen de quitter l'île? Un moyen de trouver de la nourriture? Sont-ils en sécurité? Mais une question le hante plus que toutes les autres. Sont-ils encore en vie? Au fil du temps, la menace espagnole diminue lentement. Les restrictions clouant les navires civils dans les ports anglais s'allègent progressivement. Et c'est seulement en 1590, soit 3 ans après avoir quitté la colonie de Roanoke, que White peut enfin quitter l'Angleterre pour aller secourir les colons. En effet, son supérieur Raleigh mobilise 2 grands navires généreusement équipés pour le réapprovisionnement de la colonie. John White monte à bord d'un de ces navires avec enthousiasme et impatience. Il a hâte de retrouver la colonie, sa fille, son beau-fils, ainsi que sa petite-fille qui a désormais 3 ans. Des idées et pensées sombres traversent son esprit. Il imagine la colonie détruite,
avec le corps rachitique des colons en décomposition sur les sols. Ou pire, les colons éventrés, massacrés par dizaines dans les rues, les petites maisons en bois noircies par les flammes. Il essaye tant bien que mal de chasser ces pensées obscures pour les remplacer par une vision plus lumineuse où la colonie est prospère, baignée dans un rayon de soleil, où les gens parcourent avec joie les rues boueuses, où les femmes lavent le linge en chantant, où les enfants jouent près de la chapelle en rigolant bruyamment, et où les hommes coupent du bois. Il s'accroche à cette vision aussi vigoureusement qu'il le peut. C'est cette même vision qui l'a fait garder espoir durant ces 3 dernières et longues années. Les jours défilent au sein du navire, qui traverse avec difficulté le vaste océan Atlantique. Le voyage n'est pas de tout repos, puisque les 2 bateaux franchissent tempêtes et pirates. Mais John White arrive enfin au large de l'île en août 1590, sain et sauf. Cependant, le débarquement est compliqué, et un autre désastre s'ajoute aux multiples autres. Les courants maritimes sont anormalement puissants et 7 membres de l'équipage meurent noyés en essayant de rejoindre la terre ferme. White ne baisse pas les bras et finit par arriver sur les lieux, son cœur palpitant à une allure folle. Des multitudes de scénarios s'enchaînent à mesure qu'il s'enfonce dans les bois et s'approche de l'emplacement de la colonie. Mais un silence de mort règne sur ce qu'il reste de la communauté. Un silence glaçant. Il n'y a personne, aucune trace de quiconque qui ait vécu ici récemment. Les ruines de la colonie semblent avoir plusieurs siècles tant il n'y reste rien. Même les habitations en bois sont absentes. Mais une chose attire l'œil de White sur la palissade de fortune, toujours présente sur les lieux, qui entoure l'emplacement de la colonie. Une étrange inscription y est gravée. Le mot Croatoan en majuscule y est inscrit profondément. John White et ses hommes crièrent pendant des heures dans l'espoir qu'un des colons les entende. Ils fouillèrent même l'île de fond en comble sans rien y trouver. Pas de corps, ni de vêtements, ni d'objets ou de meubles. Rien. Les gens semblent s'être simplement volatilisés. Comme si, après la première colonie établie en 1585, White et les colons n'étaient jamais venus tenter de refonder celle-ci. Comme si la 2e colonie de Roanoke fondée par White avait été un rêve. Après des jours de recherche, White est contraint de réaliser que lui et ses hommes ne retrouveront jamais les colons. Il rentre en Angleterre à contre-cœur et ne se remettra jamais de cet échec ainsi que de la perte de sa famille. Encore aujourd'hui, la disparition de la colonie de Roanoke reste un total mystère pour les historiens et les scientifiques. Certaines personnes pensent que les colons sont morts d'une maladie, et dans ce cas, il y aurait dû avoir des cadavres, des os ou des vêtements sur place lorsque White débarqua sur l'île en 1590. D'autres avancent que les colons auraient été massacrés par les Amérindiens locaux en représailles à l'attaque du village mené par White, ou alors qu'ils auraient intégré ces mêmes tribus pour survivre, n'ayant aucun autre moyen de se nourrir sur l'île. Des théories plus fantaisistes sont apparues avec l'émergence d'Internet et l'apparition des forums de discussion. Des internautes sont persuadés que l'île était habitée par une vieille sorcière qui aurait tué et dévoré les malheureux colons. D'autres pensent que les colons auraient été donnés comme sacrifice à des extraterrestres qui étaient en contact avec les tribus amérindiennes locales. Malgré les multiples théories présentes sur la toile, le mystère reste entier, et même aujourd'hui, personne ne sait ce qui est advenu de la colonie perdue de Roanoke.